Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier l'Institut euro-méditerranéen de m'avoir invité pour vous parler de la Libye. Je vais donc parler en français. Vous avez déjà le résumé de ce dont je vais parler maintenant. Je vais donc parler en français et vous aurez l'occasion, si jamais, au moment des questions, de poser des questions, soit en français, soit en anglais, voire en arabe pour ceux qui sont arabisants. Voilà, donc comme l'indique le résumé, j'imagine que vous avez un petit peu parcouru. Je vais très rapidement, dans le temps qui m'a été un peu attribué, traiter d'un certain nombre de points qui permettent, j'espère, qui permettront un petit peu de comprendre un peu la situation actuelle en Libye. Alors je vais très rapidement donner des éléments de structure de la société libyenne, parce qu'on ne peut pas, je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprendrait pas si l'on ne prenait pas en compte un certain nombre d'éléments de structure. Ensuite, je vais parler très rapidement des conditions dans lesquelles la Libye a accédé à l'indépendance, pour mettre en évidence deux points qui me paraissent utiles pour comprendre la situation actuelle. Je vais en troisième lieu évoquer très rapidement la période de Kadhafi, parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre non plus grand-chose actuellement si l'on ne prend pas en compte cette période. Quatrièmement, je vais parler donc, alors proprement parler, de ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire ce qui se passe au fond depuis février ou mars 2011 jusqu'à maintenant, cette période qu'on peut appeler un peu de transition, avec tous les problèmes que cela pose. Et en parlant de la transition, s'agissant de ce point, j'indiquerai un petit peu les défis, en quelque sorte, que les autorités doivent un petit peu relever. Et ensuite, dans un cinquième point, je donnerai les trois hypothèses possibles de l'évolution, c'est-à-dire vers quoi le système politique libyen pourrait évoluer. Et là, on est bien dans le cadre des hypothèses, et vous verrez, il y a en gros trois hypothèses, peut-être une quatrième qui ne doit pas être exclue. En tout cas, trois hypothèses principales, voire une quatrième. La quatrième, c'est finalement une situation de quasi-anarchie dans laquelle la Libye pourrait se retrouver et que sa situation pourrait durer quelques années. Ça, c'est l'hypothèse la pire, en quelque sorte. C'est la quatrième hypothèse. Je pense qu'elle est difficilement envisageable, compte tenu probablement que les pays occidentaux ne pourront pas s'accommoder avec une situation d'anarchie pendant très longtemps. C'est pour ça que c'est une hypothèse qui est peu envisageable, mais qu'il faut quand même envisager comme quatrième hypothèse. Voilà, en gros, le programme de ce dont je vais parler maintenant pendant une heure, et ensuite, avec vos questions, peut-être qu'on pourra préciser, compléter des choses que je n'aurais pas dites, compte tenu du fait que ce que je vais dire, évidemment, ce sont que des choses un peu rapides, schématiques dans une certaine mesure, mais enfin, ça, c'est un petit peu la loi du genre, si l'on peut dire. Alors, du point de vue des structures économiques de ce pays, je pense qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut rappeler. Bon, c'est des choses que vous connaissez, mais qu'il faut quand même rappeler et qui ne sont pas sans importance. D'abord, la dimension du pays, 1 800 000 km². Vous voyez, ça fait 2 fois et demi la France. Si je ne me trompe pas dans les calculs, ça fait à peu près 3 fois ou un peu plus l'Espagne. Vous voyez, donc une dimension de territoire qu'il faut prendre en compte. À cela, il faut ajouter le fait que ce territoire, il est en grande partie désertique. Donc ça veut dire que les terres agricoles sont très réduites. Ça tourne autour de 5 à 7%
de ce territoire, qui est un territoire qu'on peut travailler et qu'on peut cultiver. À cela, il faut ajouter que les terres cultivables, qui sont très réduites déjà, sont situées sur le littoral. Et donc ça donne une certaine indication sur ce qui pourrait être des problèmes de développement de l'agriculture, voire de redistribution des produits agricoles, par exemple. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément, outre donc la dimension du territoire, ce sont les frontières libyennes. La Libye a une frontière sud et une frontière sur la Méditerranée, si vous voulez. La frontière sud, c'est 4000 kilomètres, qui est celle donc qui lie la Libye au Tchad, la Libye au Niger, la Libye à l'Algérie et la Libye à l'est, à l'Égypte. 4000 kilomètres. Et ça, ce n'est pas sans importance du point de vue du contrôle du territoire. Du point de vue du contrôle du territoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes, la frontière sud est pratiquement fermée aujourd'hui, parce que les autorités ne sont pas en mesure de pouvoir contrôler les flux et tous les problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle maintenant le terrorisme en plus. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne, je crois, met à disposition des experts, alors des experts militaires, etc., pour aider les Libyens à contrôler l'espace sud, qui est donc 4000. À cela, il faut ajouter 2000 kilomètres de frontière nord, donc l'ouverture sur la Méditerranée. Et ça, c'est aussi un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Autre élément qui est à prendre en considération, eh bien, c'est le fait que la Libye a une position géostratégique, si vous voulez. C'est quand même c'est la porte d'entrée sur l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Voyez, et ça a toujours été un élément important depuis l'Antiquité, l'époque romaine, l'époque arabe, et par la suite, la Libye a toujours été là, encore une fois, la porte d'entrée à l'Afrique, le moyen par lequel, avec l'islamisation de la Libye, le moyen par lequel on a essayé d'islamiser l'Afrique, si vous voulez. Donc, ça, c'est un élément géostratégique qui a toujours eu son importance pour la Libye et qui l'a encore aujourd'hui, parce que c'est un des aspects, si vous voulez, de la crise libyenne, c'est que l'Afrique est un marché important, si vous voulez, du point de vue de l'énergie, du point de vue aussi de la consommation. Et comme vous le savez, la Chine, entre autres, a des projets, a des ambitions pour l'Afrique, du point de vue énergétique, du point de vue également l'Afrique comme marché, si vous voulez. Et donc, il y a la Libye est en quelque sorte une espèce de porte d'entrée, d'une certaine manière, dans l'Afrique. Donc, il y a cette position géostratégique qui a une très grande importance. Et puis, bien entendu, c'est la question énergétique. L'énergie, les matières premières, le pétrole, le gaz. Aujourd'hui, l'énergie solaire est un élément important. Alors, très rapidement, la Libye, je donne 2 ou 3 chiffres, c'est 44 milliards de barils de pétrole, si vous voulez. La Libye, c'est 3% de la réserve mondiale de pétrole. Vous voyez, c'est 40% des réserves africaines du pétrole. Si vous voulez. C'est que la Libye, c'est le deuxième exportateur de pétrole en Afrique, après sauf erreur, le Nigeria. Donc, il y a cet élément à son importance, cette question géostratégique, et en particulier la question énergétique. Et je disais tout à l'heure, la question solaire, l'énergie solaire. Vous savez qu'il y a des projets allemands d'exploiter l'énergie solaire. Et les Allemands espèrent pouvoir
disons, importer de l'énergie solaire de la Libye, mais aussi du reste de l'Afrique, ils pensent pouvoir satisfaire en tout cas 20 à 30% des besoins énergétiques de l'Europe, si vous voulez. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, disons, qui sont structurels, c'est-à-dire qui sont liés à la nature du sol, à la position géographique de la Libye. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on examine un petit peu la situation libyenne, y compris ce qui s'est passé avec la fin de Kadhafi et avec les questions de transition. Alors, une fois qu'on a dit cela, j'aimerais très rapidement, si vous voulez, dire deux mots un petit peu de la Libye, si l'on peut dire depuis l'origine. Enfin, je veux dire, parce qu'au fond, la Libye, c'est une création moderne, disons. La Libye, en fait, historiquement, est constituée de trois régions très différentes, en fait. La Tripolitaine à l'ouest, la Cyrénaïque à l'est, et ce qu'on appelle le Fezzan au sud. Trois régions très différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des rapports avec leur environnement qui sont des rapports différents. La Tripolitaine a été plus influencée par l'Algérie un petit peu, par la Tunisie aussi, et ce n'est pas hasard que c'est dans la Tripolitaine qu'il y a eu un courant républicain, par exemple. Du côté de l'Est, c'est l'influence de l'Égypte, c'est l'influence d'une certaine manière du Moyen-Orient, et ce n'est pas par hasard, dans une certaine mesure, où c'est en Cyrénaïque que le mouvement islamiste s'est beaucoup développé. Et ce n'est pas par hasard non plus que la confrérie Senoussi a pris pied dans cette région historiquement. Donc, trois régions différentes. Le Fezzan, c'est le sud, c'est les rapports avec le reste de l'Afrique subsaharienne. Donc, trois régions très différentes de point de vue de leur identité, leur rapport au territoire. Et donc, ça donne, si vous voulez, un pays qui est d'une certaine manière composite. Bien sûr, toute cette population parle l'arabe. Bien sûr que l'islam, c'est le rite en général malékite. Mais en dehors de ça, il y a un certain nombre de facteurs historiques qui pèsent leur poids et qui influencent un petit peu ces trois régions. Donc, la Libye, en fait, c'est une création récente en tant que telle, si vous voulez. Et le nom de la Libye apparaît, en fait, au moment de l'indépendance, en 1951. Alors, au passage, je pense que ce n'est pas inintéressant de dire que l'ONU a rarement joué un rôle dans l'indépendance des pays. Il y a peu de cas, en fait, où le système des Nations Unies a joué un rôle. Dans le cas de la Libye, les Nations Unies ont joué un rôle très important au moment de l'indépendance, c'est-à-dire à la veille de l'indépendance. Parce qu'au fond, après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, ce pays était sous l'influence à la fois de la France, dans la région du Fezzan, et du côté de la Tripolitaine, un petit peu encore sous l'influence italienne, si vous voulez. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore des forces britanniques, américaines, russes également, et chacun revendiquait sa part d'une certaine manière. Et finalement, parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur une solution, compte tenu du mécanisme du Conseil de sécurité et des vétos des uns et des autres, eh bien, on s'est acheminé vers l'idée qu'il fallait aller vers l'indépendance de ce pays. Donc, disons, déjà, l'indépendance de la Libye, déjà, en soi, c'est un problème, parce que ça a été, dans une certaine mesure, une indépendance octroyée par les Nations Unies, faute des grandes puissances de s'entendre pour se partager déjà ce pays, parce qu'ils se neutralisaient les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant à rappeler. S'agissant de cette période très rapidement, 1951-1969, avant d'arriver à la période de Kadhafi très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement que
ce pays n'avait pas d'identité à proprement parler, puisqu'on a 3 régions différentes. À cela, évidemment, il faut ajouter les questions de tribal, qui rendent encore les choses plus compliquées. Mais il n'y a pas à proprement parler, il n'y avait pas de ce qu'on peut appeler une identité nationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que pouvait être un Libyen? Quelqu'un qui parle arabe et qui est musulman. Voilà. À part ça, il était tripolitain, il est cyrénaïcain, il est faisan, et puis il appartient à telle ou telle tribu. Voilà ce qui constitue l'identité de ce pays en 1951. Donc, lorsqu'il s'agissait de construire l'État, on a donné l'indépendance en 1951, mais il fallait construire l'État et mettre en place des institutions, eh bien, on a choisi la solution du fédéralisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas moyen d'imposer un État centralisé. Vous voyez, il n'y avait pas d'armée, et les forces de résistance à l'Est, en Tripolitaine et au Sud étaient telles qu'aucune région n'aurait accepté un pouvoir central. Donc, on s'est orienté vers un système fédéral, un État fédéral, avec des larges compétences à ces entités autonomes qui étaient la cyrénaïque, la tripolitaine et le faisan. Alors, ça tenait bien parce qu'il y avait une monarchie en même temps. Donc, c'était un État fédéral, mais d'un point de vue du régime politique, c'était une monarchie. Vous voyez, monarchie qui était donc celle de la confrérie Senoussi. Et c'est parce qu'il y avait ce roi, mais en réalité c'était plutôt un chef de confrérie, que ça donnait quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment d'appartenance quelque part, qui faisait que cette entité fédérale tenait, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient unir ces 3 entités différentes. L'État fédéral, très rapidement, est entré en crise en 1962. Pourquoi? Pour les questions de rente pétrolière. La rente pétrolière, les revenus pétroliers faisaient que la cyrénaïque en tirait la part la plus importante. C'est là où les compagnies étaient localisées, et c'est la cyrénaïque qui en tirait le plus de bénéfices. À partir de là, il fallait centraliser. Alors on a centralisé, c'est-à-dire on a créé une entreprise nationale du pétrole, etc., pour essayer d'avoir des ressources que l'État puisse redistribuer. Donc, il y a, à partir de 1962, une remise en question du fédéralisme et on est allé vers une centralisation. Alors, très rapidement, ce système de la période 51-69 est entré en crise parce qu'il y a un problème, c'est que la centralisation n'était pas très acceptée, vous voyez, et d'autre part, il y a le problème des bases étrangères, les bases américaines, les bases anglaises, qui fragilisaient d'une certaine manière l'autorité du monarque, et c'est ainsi qu'on est arrivé très rapidement, parce qu'il faut aller vite, au coup d'État de 1969 de Kadhafi. Alors, je ne vais pas traiter à proprement parler du coup d'État, etc., mais je pense qu'il est intéressant, c'est d'un survol, en fait, sur cette période 69-2011, avant d'arriver à la question des transitions. Alors, quoi qu'il en soit, sur cette période, évidemment, il faut avoir beaucoup de recul pour véritablement faire le bilan, de manière, disons, distancée, pour ne pas dire objective, si vous voulez. Donc, il faudra beaucoup de temps pour raisonner tranquillement et savoir réellement ce qui s'est passé. Mais on peut quand même d'ores et déjà dire ceci, c'est que, au fond, la caractéristique de la période 69-2011, c'est celle de Kadhafi, c'est que ça a permis aux Libyens, disons, de contrôler leurs ressources pétrolières avec les nationalisations, parce que je vous rappelle peut-être que sous l'Ancien Régime, sous la période de la monarchie, 51-69, l'État libyen touchait 10 centimes sur le baril de pétrole. 10 centimes. Vous voyez ? C'est-à-dire que les revenus de l'État tournaient à quelques centaines de millions.
C'est dérisoire. Dérisoire. Et donc, ce qui s'est passé à partir de 1969, c'est les nationalisations, hein, qui n'ont jamais été d'ailleurs des nationalisations brutales. Ça a toujours été quelque chose de très progressif. Mais enfin, les nationalisations qui ont permis à l'État de dégager des ressources importantes quand même, qui ont permis ensuite de développer une certaine politique sociale. Malgré tout, je pense qu'une des caractéristiques de cette période de Kadhafi, c'est le développement de l'État social. Je dirais que ce qui a posé probablement problème, et certainement problème, c'est la question de la représentativité et la légitimité démocratique qui posait problème, plus que la politique sociale qui était menée. Alors bien entendu, la question de la corruption ne doit pas être perdue de vue, c'est entendu, mais malgré cela, il y avait quand même une politique de redistribution qui avait sa place dans ce qui a été mené pendant cette période comme politique sociale. Autre élément, je crois, qui a son importance pour cette période-là, c'est que malgré ce qu'on peut en dire aujourd'hui, il y a eu une politique de modernisation de la société libyenne pendant cette période 69-2011, en particulier concernant le statut des femmes. Et ça, c'est un point qui a son importance dans cette affaire. Le statut des femmes, et en particulier la question qui paraît ici secondaire ou anodine, si vous voulez, la question du mariage et du divorce, en fait. Quelle était la situation jusqu'à 69 et même au lendemain de 69? Les femmes pouvaient être répudiées sans autre forme de procès. Les maris pouvaient prendre 3, 4, 5 femmes sans aucune condition et sans aucune restriction. En fait, c'était la polygamie et la répudiation. Les femmes étaient répudiées, et quand elles étaient répudiées, elles n'avaient plus rien, c'est-à-dire qu'elles devaient quitter le foyer conjugal, elles se retrouvaient seules, ou alors elles revenaient chez les parents. Voilà la situation, si vous voulez, du point de vue du statut de la femme, le statut marital, si vous voulez. Alors, l'enjeu, c'était quoi pour Kadhafi à cette époque, et ceci à partir de 1984, avec l'introduction de ce qu'on appelle la loi sur le mariage et le divorce, c'est que la répudiation était interdite. On a introduit les mécanismes du divorce, c'est-à-dire qu'on pouvait se séparer du conjoint, mais il fallait des formes juridiques. Et donc, c'est la première fois où on introduit le divorce, à proprement parler, comme forme juridique, légale, de se séparer lorsqu'il s'agit d'un couple. Donc, abolition de la répudiation, introduction du divorce. D'autre part, il est vrai qu'avec la loi sur le mariage et le divorce, la polygamie n'a pas été, à proprement parler, interdite ni abolie. Mais, il y avait toute une série de conditions qui la rendaient extrêmement difficile. Première condition, il fallait que la première épouse soit d'accord pour que le mari prenne deuxième femme. Ça, c'est une condition. La deuxième condition, c'est qu'en cas d'une deuxième épouse, la première épouse avait le droit de garder le foyer et garder sa dot avec laquelle elle est arrivée au mariage, alors qu'elle risquait de la perdre dans l'ancien régime, si l'on peut parler ainsi. Ce sont des modifications assez fondamentales du point de vue du statut de la femme, et ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça s'est fait avec beaucoup de résistance, et au passage, ça n'a jamais été élaboré de manière autoritaire. Je pense que c'est un élément qui a son importance. Kadhafi a mis au moins une dizaine d'années pour arriver à faire adopter la loi. Parce qu'il y a toute une série de procédures, de discussions dans le Parlement, et chaque année, il y avait une majorité qui était contre, jusqu'à ce que, progressivement, il est arrivé à faire adopter cette loi. J'en parle parce que c'est un des éléments emblématiques, si vous voulez, de sa politique, et c'est un élément qui, aujourd'hui, risque d'être remis en question
dans l'évolution qu'on observe, si vous voulez. Alors, très rapidement, ce système est entré en crise, si vous voulez. Entré en crise à partir des années 90 pour différentes raisons. Les difficultés économiques, hein, je vous rappelle les sanctions internationales qui ont rendu la situation difficile pour la Libye. Et je pense fondamentalement, le système est entré en crise parce que l'État social, la redistribution ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de représentation et de légitimité. Et je crois qu'il y a quelque chose contre lequel Kadhafi a buté, c'est la question de la démocratie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas la démocratie représentative comme mode de gouvernement, si vous voulez, comme mode de gouvernement. Et je pense que de ce point de vue, il ne s'est pas rendu compte que, d'une certaine manière, le monde a changé, a évolué, et que le mode de légitimité démocratique est devenu la règle, si vous voulez. Ça n'a pas été toujours le cas. Je vous rappelle peut-être que pour les États-Unis, par exemple, dans les années 50, dans les années 60, le mode d'organisation autoritaire était favorisé, parce qu'on estimait qu'il fallait construire des États et que ça ne pouvait pas se faire qu'avec des régimes autoritaires, en fait. Les Américains aujourd'hui sont sur un autre projet, qui est le projet de démocratisation. Mais ça n'a pas toujours été leur politique, si vous voulez. Et donc, ils ont pendant longtemps soutenu des régimes, sinon dictatoriaux, en tout cas autoritaires. Et le cas de la Libye, même si les Américains n'ont jamais véritablement accepté ce régime, mais il s'insérait dans une logique qui était la logique de l'existence de ces systèmes autoritaires qui étaient tout à fait acceptés par le système international. Mais évidemment, à partir des années 80, après la chute du mur de Berlin, etc., les choses ont changé et la démocratie est devenue un mode de gouvernance, finalement, que les pays occidentaux considéraient comme étant nécessaire pour ce qu'on appelait les pays du Sud. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont compris cela et qui sont allés dans cette voie, et puis il y a d'autres qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre. Kadhafi était un de ceux-là, avec toute la théorie, ou toute la rhétorique, mais aussi une certaine théorie sur la démocratie directe que je ne voudrais pas aborder ici. Alors, tout ça pour dire simplement que lorsque la transition intervient en 2011, le système est en crise. Le système de Kadhafi est en crise autour de cette question de la démocratisation, en fait. Et le système était en même temps bloqué parce qu'il lui-même n'était pas convaincu, et d'autre part, les forces qui le soutenaient faisaient barrage, en quelque sorte, à toute tentative de libéralisation. Et tout ce que son fils a essayé de faire, en fait, ça a toujours été, il s'est toujours trouvé confronté avec les forces, et en particulier ce qu'on appelait les comités révolutionnaires, qui ont empêché toute démocratisation, même si il y a eu la libération à partir de 2008-2009 d'un certain nombre d'islamistes qui se sont retrouvés ensuite dans la rébellion, etc. Donc il y avait un début d'assouplissement en fait du régime, mais le pas qu'il fallait peut-être franchir pour sauver ce qui pouvait l'être peut-être n'a pas été franchi pour les raisons que je viens de dire. Alors nous arrivons donc à la transition à proprement parler. Alors vous savez à peu près un petit peu comment les choses se sont passées, c'est-à-dire qu'en février 2011, comme une espèce d'écho de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, il y a un début de soulèvement dans la partie est de la Libye, qui a toujours été, en fait, depuis en tout cas 69, rebelle à Kadhafi, pour des raisons de redistribution de la rente pétrolière, parce que la centralisation dont je parlais tout à l'heure en 62 et toute la politique pétrolière, évidemment, elle s'est faite contre l'est du pays, où les richesses pétrolières sont beaucoup concentrées dans cette région-là, et aussi au sud du pays, mais très peu, voire pas du tout, du côté de l'ouest. Et donc, la Cyrénaïque et l'est
a toujours été un bastion de résistance. Et donc, la rébellion éclate en février 2011 dans cette région. Ensuite, vous connaissez un peu les événements, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre avec la France, avec la Grande-Bretagne, le droit de protéger, hein, d'où le vote de la motion aux Nations Unies autorisant l'intervention d'une certaine manière pour protéger la partie est, donc la Cyrénaïque, contre les forces de Kadhafi, et donc l'intervention de l'OTAN que vous connaissez, la guerre et ce qu'il en est suivi, c'est-à-dire au fond la mort de Kadhafi, la disparition de son régime, et donc la mise en place d'un nouveau système ou d'un nouveau régime. Pour le moment, on peut parler plus de système que de régime, parce qu'on ne sait pas quelle est la nature de ce régime. Alors, très rapidement, donc, c'est le Conseil national de transition qui a été mis en place, un organe, mais qui est issu de la partie Est, en fait, qui a été ensuite légitimé par la France, par l'Angleterre, ensuite un petit peu par la communauté internationale au sens large. Hein. Je vous rappelle quand même que, s'agissant des résolutions des Nations Unies concernant la Libye, la Chine, l'Inde, le Brésil, ce qu'on appelle les BRICS, se sont abstenus, et ce n'est pas sans signification. Hein. Donc, le Conseil national de transition a été adopté et approuvé par la France et la Grande-Bretagne, ensuite par la communauté internationale au sens large. Le Conseil de transition, donc, il a géré les affaires jusqu'à juillet 2012, où on a donc élu une assemblée nationale, hein, ce qu'on appelle un congrès national général, cette assemblée devait d'abord constituer un gouvernement, donc élire finalement un Premier ministre, et ensuite élaborer une constitution. C'était ça le but pour lequel cette Assemblée nationale a été créée. Alors, en effet, on a nommé un Premier ministre. En réalité, il y en a eu deux, mais enfin, je vous passe les détails. Donc, on a nommé un Premier ministre, et ensuite, s'agissant de la Constitution, là, commençaient les problèmes. C'est-à-dire, la question était, est-ce qu'on désigne une commission d'experts pour élaborer une constitution, ou bien est-ce qu'on va élire une constituante? Voilà, ça c'était la question qu'il fallait résoudre. Et finalement, on s'est orienté vers l'idée d'une constituante. Hein. Le principe a été adopté par 80 et quelque chose sur 90 présents, mais par rapport à une représentation, l'Assemblée est constituée de 200 personnes. Et donc, si on prend la majorité formellement, il n'y a même pas de majorité. Il y a une majorité de circonstances parce que beaucoup de députés ne sont pas venus, et ça a permis de faire passer cette idée de commission constituante, mais en fait, déjà, il y a un problème, si vous voulez. Donc, on s'est orienté vers l'idée d'une commission, d'une espèce de constituante. Mais, contrairement, par exemple, à la Tunisie, où on a fait une loi électorale, on a dit, dès lors qu'un candidat obtient un certain nombre de voix, eh bien, il est élu à l'Assemblée constituante, indépendamment de son lieu, qu'il soit du Sud, qu'il soit du Nord, etc. Donc, il y avait une dimension universelle. Dans le cas de la Libye, on a opté pour l'idée que cette commission constituante sera constituée de manière paritaire. C'est-à-dire que la Cyrénaïque, vous voyez, on retombe sur les questions déjà de 1951. La Cyrénaïque, la Tripolitaine du côté ouest et le Fezzan, chaque région aura droit à 20 représentants pour constituer cette
assemblée constituante de 60 personnes. Au passage, c'est ça qui a été fait en 1951. En 1951, on était confronté à la même difficulté lorsqu'il s'agissait d'élaborer une constituante. Et à ce moment-là, les Nations Unies avaient opté pour le principe qu'il fallait créer une commission constituée de manière paritaire. Chaque province avait un nombre égal de représentants au Parlement. En fait, on a reproduit le même mécanisme. C'est assez intéressant à relever, si vous voulez. Vous voyez, après toute une longue période de l'histoire, tout se passe comme si, en fait, il y a très peu... Non, ce n'est pas qu'il y a très peu d'imagination, probablement qu'il y a beaucoup d'imagination, mais la pesanteur de la société est telle, et les mécanismes, et la pesanteur régionale est telle, que finalement, on s'est rendu à cette réalité, c'est qu'on ne peut pas avoir une constituante autrement que sur cette base-là. Alors vous imaginez que ça va être compliqué de ce point de vue. Donc, le principe a été adopté, mais c'est très récent tout ça. Hein. Maintenant, il reste à fixer la loi, parce que la loi électorale, qui va permettre d'élire ces gens-là. Et ça, ce n'est pas fini. Voyez, c'est une autre affaire. Voyez. Et lorsqu'on aura élaboré cette loi, il y aura donc des élections sur une base régionale, et donc il y aura une constituante qui devra discuter d'un certain nombre de questions qui sont: quel régime politique faut-il adopter et quelle structure politique, c'est-à-dire quelle structure de l'État. Alors, je voudrais très rapidement dire quels sont les défis auxquels la Libye est confrontée, et donc la transition est confrontée. Le premier défi, très rapidement, c'est la faiblesse des partis politiques en Libye. Parce qu'il n'y a pas de démocratie possible sans parti politique. Les deux choses vont de pair, si vous voulez. Il faut des partis qui représentent et qui défendent des intérêts particuliers et qui soient l'intermédiaire entre la société et le système politique. Donc, un des défis, c'est le problème des partis politiques. On est dans des sociétés où il n'y a pas de tradition politique, il n'y a pas de tradition partisane. Et ça posera un problème du point de vue de la transition démocratique. Le deuxième défi, qui est aussi important, c'est que ce à quoi on assiste actuellement en Libye, c'est à une retribalisation. Les tribus, certes, ont toujours joué un rôle important de point de vue social. Mais les conditions dans lesquelles cette transition a eu lieu, la guerre qui a accompagné cette transition, si vous voulez, et l'insécurité qui caractérise la situation en Libye aujourd'hui, fait que les tribus deviennent des instances un petit peu de solidarité et des manières de garantir une certaine sécurité à défaut que l'État puisse remplir ce rôle. Donc, il y a une retribalisation de la société libyenne. Je dis bien retribalisation parce que dans les années 80, 90, on a l'impression que les tribus pesaient de moins en moins lourd dans la vie politique. Aujourd'hui, je pense que c'est un facteur qui va rendre, si vous voulez, la transition difficile. En tout cas, ça obligera ceux qui gouvernent de devoir prendre en compte ce facteur-là, le poids des tribus. Donc ça, c'est le deuxième défi, c'est la question de la tribalisation. Alors, je ne m'attarde pas sur les questions des tribus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il est clair que les tribus qui sont autour de 30 000, mais avec des tribus qui sont certaines très importantes, donc le nombre autour de 200 tribus importantes, qui ne sont pas forcément localisées dans une région particulière, mais qui traversent les régions, mais qui constituent des mécanismes de solidarité très importants. Ça a été toujours dans l'histoire libyenne, et encore plus aujourd'hui,
compte tenu des éléments que je dis, et en particulier le problème de l'insécurité. Donc ça, c'est le défi, un des défis que le pouvoir doit relever. Un autre défi, c'est la question berbère. Vous savez que c'est un élément nouveau qui est apparu. Alors, les berbères ont été pendant longtemps réprimés en Libye, ça c'est clair. Et que la transition a ouvert un espace de ce point de vue-là. Et donc, l'identité berbère est posée aujourd'hui et la revendication berbère également. Les berbères représentent 10% de la population libyenne. C'est pas énorme, mais elles sont situées dans la partie centrale et dans la région de Djebel Nafoussa, dans la partie centrale et un peu au sud de la Libye. Donc, mais c'est des gens qui revendiquent la reconnaissance de leur identité, de leur langue, et peut-être un jour ils revendiqueront une autonomie régionale. Et ça c'est un facteur, disons, et c'est un défi nouveau, parce que ça va poser un problème dans une société où les islamistes sont assez influents, si vous voulez. Or, vous savez qu'il y a une contradiction, une tension. Les islamistes considèrent que les Libyens sont des Arabes et des musulmans, et la question berbère ne se pose pas. Voyez ? Et donc ça, c'est un défi très important. Et puis un autre défi, c'est la question de la modernisation. C'est la question de la modernisation, et en particulier la question du statut de la femme. Et là, c'est quelque chose qui risque de poser un grand problème. Alors, très rapidement maintenant, alors je ne m'attarde pas sur la question de cette transition dans les détails, mais on a affaire à une transition particulière, c'est-à-dire que la guerre a joué un rôle très important dans cette transition. Et on peut se demander qu'est-ce qui serait passé s'il n'y a pas eu l'intervention de l'OTAN. Vous voyez, on serait peut-être dans une situation un peu à l'image de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est-à-dire une rébellion, mais qui est incapable en fait de prendre le dessus et de s'imposer. Et probablement, on aurait été dans le même cas de figure de la Syrie. L'intervention de l'OTAN a été déterminante, parce qu'elle a cassé l'appareil militaire, et d'abord elle a protégé les rebelles, ensuite elle a cassé l'appareil militaire, et donc elle a ouvert la voie à un nouveau pouvoir, si vous voulez. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, du point de vue de l'impact de cet événement, si vous voulez, dans ses aspects positifs et d'une certaine manière dans ses aspects négatifs. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Alors, quelles sont les évolutions possibles? Et là, je reviens maintenant aux hypothèses que j'indiquais tout à l'heure. Il y a trois hypothèses. La quatrième, encore une fois, c'est la pire, mais elle est peu probable, mais il faut quand même l'envisager quand même. Première hypothèse, l'hypothèse d'évolution possible. Nous sommes là dans le domaine des spéculations, si vous voulez. Vous savez combien il est difficile de prévoir en matière des sciences sociales, d'une manière générale, et à plus forte raison dans le cas d'espèce ici, si vous voulez. Donc, mais on est bien obligé d'entrevoir ce qui pourrait être possible, si vous voulez. La première hypothèse, c'est l'hypothèse d'un État républicain. Voilà, ça c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante républicaine en Libye. Il y a une histoire du courant républicain, même si elle n'est pas très forte, mais il y a un passé. Et puis il y a ceux qui se réclament de ce courant. Il y a un courant républicain qui n'est pas très fort dans la société, mais qui a sa réalité, qui n'est pas très fort et qui n'est pas réparti de manière plus ou moins égale sur l'ensemble du territoire. Ce courant est quand même assez présent dans la partie ouest. Vous voyez, c'est toujours le même problème. Et moins présent dans la partie est. Donc, il y a un courant républicain qui existe. Alors, quelles sont les chances de l'hypothèse de l'État républicain? Elles dépendent de deux choses. Elles dépendent d'abord du régime politique. Il ne peut pas y avoir d'État républicain que dans la mesure où on a un régime présidentiel.
c'est-à-dire un homme qui incarne un petit peu l'identité nationale du pays et qui porte un certain nombre de valeurs. Donc, l'État républicain ne peut qu'aller de pair avec un régime présidentiel. Voilà. Le problème, c'est que le régime présidentiel, ce n'est pas ce que les islamistes veulent. Et donc, ça va poser un problème actuellement et lorsqu'il s'agira de discuter de cette question dans la constituante qui sera élue le moment venu. L'hypothèse républicaine doit être envisagée. Il y a une force républicaine au Parlement aujourd'hui. Elle est faible, mais elle est un peu plus forte que les islamistes aujourd'hui. Mais elle existe. Ses chances dépendent, encore une fois, du type de régime et probablement du soutien des puissances occidentales. Parce que ce régime républicain et cet État républicain, s'il devait s'instituer, aura besoin de la protection, d'une manière ou d'une autre, des puissances occidentales. Donc vous voyez que ça devient... pourquoi les puissances occidentales ? Parce que ça serait un État qui serait forcément menacé et chaque fois défié par les islamistes et qui aura besoin d'être protégé d'une manière ou d'une autre. Donc l'hypothèse républicaine, à vrai dire, elle n'a pas beaucoup de chances de réalisation compte tenu du fait que le courant républicain n'est pas également réparti dans la société et parce qu'il a en face de lui les islamistes qui sont sur une autre perspective. La deuxième hypothèse, qui qui est, je pense, la plus plausible, c'est l'État islamique. Et ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui indiquent qu'on est entré et engagé dans cette voie-là. Il y a quand même une islamisation qui est actuellement de plus en plus, qui avance, si vous voulez. Vous savez que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi de 1984 sur le mariage et le divorce, est remise en question aujourd'hui. La Cour suprême en Libye vient de légaliser la polygamie, la répudiation également, vient de considérer que le mari n'a pas besoin de l'autorisation de sa femme pour prendre une deuxième femme. Vous voyez ? Que la femme n'a pas forcément le droit de garder son foyer, le foyer conjugal du premier mariage, si vous voulez. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Si vous voulez. Il y a une dynamique qui va un petit peu dans ce sens-là. Et puis parce que aussi, les islamistes sont assez bien organisés, même si aujourd'hui ils n'ont pas la majorité au Parlement, parce que la loi électorale dans ce Parlement est telle que aucun parti n'est capable d'avoir une majorité à soi. La majorité, en fait, est aux mains de parlementaires, mais individuels, en fait, qui représentent soit eux-mêmes ou alors des forces comme les forces tribales, si vous voulez. L'hypothèse d'un État islamique est donc l'hypothèse qu'il ne faut pas négliger, et c'est probablement celle-là qu'il faut examiner un peu plus en détail. La troisième hypothèse, c'est un État fédéral tribal. Ça, c'est une hypothèse possible. Un État fédéral tribal. C'est-à-dire, on revient aux structures de 1951, on redonne les compétences aux provinces, aux régions, disons, et en même temps, probablement, on va prendre en compte la pesanteur tribale et intégrer d'une manière ou d'une autre, créer des mécanismes, par exemple, mécanismes qui pourraient être des mécanismes de consultation. On créerait une institution tribale qui représenterait les différentes tribus et qui pourrait jouer un rôle dans le système politique. Par exemple,
une deuxième chambre, comme ça existe dans les systèmes bicaméraux, une deuxième chambre où il y aurait des tribus et qui jouerait un rôle, compte tenu, encore une fois, de la pesanteur tribale et de ce phénomène de retribalisation. Donc, la troisième hypothèse, c'est l'évolution vers un État fédéral avec probablement des mécanismes politiques différents d'une région à une autre, oui, des formes d'organisation politique qui pourraient être différentes. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple parce que les États fédéraux sont les États les plus compliqués à faire fonctionner. D'abord, il y en a très peu dans le monde d'États fédéraux. Il y en a très peu. Et encore moins dans les pays du Sud. Ce sont les États les plus compliqués à faire fonctionner, pour deux raisons majeures. La première, c'est la péréquation, c'est-à-dire la redistribution de la richesse. Parce qu'avec un État fédéral, vous êtes obligé quand même d'avoir des mécanismes de redistribution qui sont des mécanismes nationaux. Ça, c'est un premier problème. Et là, on va buter sur cette question-là. Parce que la Cyrénaïque, aujourd'hui, revendique, elle dit, nous voulons nos richesses. Parce que le pétrole est dans notre région. Et on retombe sur les problèmes que la Libye auxquels elle a été confrontée en 1951. Donc la première difficulté, c'est la question de la redistribution, la péréquation financière, comme on appelle ça. Deuxièmement, c'est qu'un État fédéral, il faut quand même que les entités fédérées veuillent bien vivre ensemble. Donc il faut quand même une volonté de vivre ensemble, même dans la différence. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas évident en Libye. Donc ça, c'est quelque chose qui rendra difficile, si vous voulez, de faire fonctionner un État fédéral. C'est la raison pour laquelle c'est une hypothèse qui doit être envisagée, mais en même temps, on voit bien la difficulté que cela va poser. Et puis alors la quatrième hypothèse, encore une fois, c'est une situation d'instabilité, de forme d'anarchie, de désorganisation qui pourrait parfaitement, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, hein, il ne faut quand même pas se voiler la face, mais qui pourrait devenir une situation chronique, si vous voulez, qui risque de durer 3, 4, 5, 10 ans, vous voyez, et on serait dans cette situation de quasi-anarchie. Et ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, mais je ne suis pas certain que la communauté internationale acceptera longtemps cette situation-là pour des raisons différentes, en particulier les questions de frontières, la question du terrorisme, la question de l'immigration, etc., qui poseront des problèmes. Voilà à peu près ce que je voulais dire un petit peu. Alors, le dernier point, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, c'est la question de... on est dans un cas de figure de transition dans le cas de la Libye, c'est clair, c'est-à-dire dans dans une phase intermédiaire, en fait. C'est ça qui caractérise la transition, une phase intermédiaire entre un ancien régime et un nouveau régime. L'hypothèse étant que le nouveau régime est plus démocratique que l'ancien, ou démocratique tout court. C'est ça qu'on appelle la transition démocratique. Bon, ce qui caractérise la situation libyenne, c'est qu'on a affaire à une transition d'un type particulier. D'abord, c'est une rupture par rapport au passé. Bon, ça, c'est pas le cas unique. Il y a eu d'autres pays où ça s'est passé par cette forme de rupture, comme forme de transition. Mais ce qui caractérise en plus la Libye, c'est que c'est une rupture, mais une rupture violente. Parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre qui a accompagné et qui a rendu possible la transition. Et là, il n'y a pas beaucoup de cas dans l'histoire, en fait. Il n'y a pas beaucoup de cas où la démocratie a été rendue possible par la guerre. Les exemples sont rares. Le dernier exemple, c'est l'Irak. Mais vous voyez l'Irak dans quelle situation elle est aujourd'hui. Les autres cas sont des cas historiques, mais où il est difficile de comparer. C'est l'Allemagne à qui on a imposé la démocratie. Mais dans les conditions que vous connaissez. Le deuxième cas, c'est le Japon, à qui on a imposé la démocratie, mais après avoir envoyé la bombe atomique. Bon. Et ça a été rendu possible parce qu'il y a l'empereur qui a assuré une certaine... Voilà. Ça, c'est les seuls cas, pratiquement, où la guerre
a été le moyen par lequel on a imposé la démocratie. Donc ça va rendre la transition encore plus compliquée. Et puis alors, si l'on compare, et j'en aurai terminé, avec la situation de la Tunisie, par exemple, la situation de l'Égypte, eh bien, c'est des configurations très différentes. C'est des choses très différentes, vous voyez. En particulier parce que dans le cas de la Libye, ben, il n'y a plus d'État. Enfin, il y avait déjà un État très faible. Mais la guerre et les conditions dans lesquelles il y a eu cette transition a cassé l'État. Il n'y a plus d'État. Donc, les Libyens doivent non seulement construire un nouveau système politique, mais ils doivent reconstruire l'État. Et ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Parce qu'il est plus facile de refaire un régime que de reconstruire l'État. Parce que pour reconstruire l'État, il y a une des conditions, ça vous connaissez aussi bien que moi, c'est ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, comme disait Weber. C'est-à-dire la capacité de l'État d'asseoir son autorité. Or, aujourd'hui, en fait, la Libye est faite de différents groupes qui se battent les uns contre les autres et qui se battent contre l'État, contre ce qui reste comme État. Vous savez qu'aujourd'hui, le Parlement en Libye est obligé de payer des forces privées pour défendre le Parlement. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire que le Parlement lui-même est assiégé et il est obligé de payer des gens. Vous savez que les puits pétroliers aujourd'hui sont protégés par des puissances armées privées, par des groupes armés privés. Vous voyez? Et ça indique bien qu'on est dans une situation où l'État n'est pas en mesure d'asseoir son autorité et de contrôler véritablement la population. Donc, la Libye est confrontée à ce double difficulté, construire un système et construire un État. Et construire un système, alors je n'ai pas pu m'attarder là-dessus, mais une des difficultés, mais qui n'est pas spécifique à la Libye, concernant la transition, c'est quel type de régime politique il faut choisir. Quel type de régime? Est-ce qu'on choisit le régime parlementaire ou le régime présidentiel? Et ce n'est pas la même chose. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous voyez? La tendance maintenant, pour ce qui concerne la Libye, comme ce qui concerne la Tunisie, c'est d'aller vers les régimes parlementaires. Pourquoi? Parce que c'est cohérent avec la vision islamique de la société. Et ça, c'est important. Or, les régimes parlementaires, c'est ce qui est le plus difficile à faire fonctionner. C'est le plus difficile à fonctionner, les régimes parlementaires. Souvent, d'ailleurs, ce sont des régimes qui vont avec les monarchies. Et ce n'est pas un hasard. Les formes républicaines des parlements, c'est rare dans l'histoire. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un problème. Quel type de régime choisir? Et ça va rendre encore les choses beaucoup plus difficiles, y compris par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant les hypothèses républicaines, etc. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que vous voulez, la transition sera difficile, très difficile, parce qu'il y a le problème de la sécurité, ou plus exactement l'insécurité, et le problème économique. Le problème économique, parce que la Libye va revenir en arrière d'une certaine manière. C'est un pays rentier. Vous voyez? Qu'est-ce qui faisait fonctionner la Libye? Ce sont 1,5 million de travailleurs étrangers qui faisaient fonctionner l'économie libyenne. Et les Libyens, ce n'est pas des gens qui travaillaient. Une grande partie était dans la fonction publique. C'est tout. Vous voyez? Or, aujourd'hui, il n'y a plus de main-d'œuvre étrangère. Pour différentes raisons. Ils sont persécutés. Il y a le problème du racisme en Libye. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une donnée structurelle en Libye. Une donnée structurelle en Libye. Et donc, les Libyens, s'ils veulent retrouver un certain niveau de vie, ils doivent se remettre au travail. D'autre part, la rente pétrolière est problématique aujourd'hui, parce qu'il a une tendance à privatiser le secteur pétrolier. Et donc la rente, ce n'est pas l'État, ce n'est pas dans les caisses de l'État qu'elle va tomber. Et donc, le problème de la redistribution sera de nouveau problématique. Donc,
pour toutes ces raisons, la transition sera difficile, et encore plus difficile que ce n'est le cas en Égypte et en Tunisie, pour les différentes raisons que je viens de présenter très rapidement. Voilà ce que j'avais à dire, mais on pourrait encore s'attarder longtemps sur bien des choses. Voilà.